rencontre avec M. Ghislain Mious à Matane le 22 juillet 2010. Bonjour, M. Mious. Bonjour. M. Mious, vos parents ont eu un lot à Saint-Nil et vous avez vécu jusqu'en 1974 sur la terre de vos parents. Et vous avez aussi, par votre travail, connu Saint-Nil après la fermeture du village et continué de fréquenter les lieux. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques détails? D'ailleurs, je suis encore propriétaire de cette propriété-là aujourd'hui, donc je le fréquente encore. C'est pour ça que la semaine dernière, j'y étais à Saint-Nil. Oui. Les détails, bon. Je suis né en 1962, donc j'ai vécu le Saint-Nil de 62 à 74, mais ma mémoire, c'est plutôt le Saint-Nil en train de fermer, là, le jeune homme de 7-8 ans qui commence l'école et tout ça, parce que la mémoire d'enfant n'est pas là. Mais bon, c'est mon souvenir de Saint-Nil, c'est un souvenir un peu dramatique. C'est un endroit heureux à vivre, là. Ma famille était très nombreuse, on est 16 enfants. On a eu une vie de famille assez unie et heureuse, mais pendant qu'on vivait dans notre vie de famille heureuse, autour, c'était un petit peu, comment je dirais, les gens se déchiraient autour de « on doit rester ou partir ». Fait que on ne sentait pas une belle unité de vie, de village dans ce décor-là. Donc, il y a eu toutes sortes d'implications dans ma famille pour essayer de garder le village, aussi pour essayer d'animer le village. Je me souviens de mes sœurs qui faisaient du théâtre dans l'église. On a eu des petites fêtes champêtres. Ma première fête champêtre dans le cours du presbytère, je devais avoir à peu près 6 ou 7 ans. Il y a encore des gens de Saint-Nil qui faisaient des choses. Je situerais ça autour de 1968-69. Pour garder le village bien vivant. Oui. Oui. Une histoire peut-être intéressante à raconter, c'est mon parcours scolaire Saint-Nil. Oui. Moi, je suis donc arrivé au début de l'école, je dirais, automne 69. Et on était quand même une assez grosse école. Il y avait une classe de première année complète. Puis c'était ma sœur qui était mon professeur, qui chaque soir revenait chez nous, n'était pas encore mariée, elle vivait encore à la maison. Et bon, comme Saint-Nil était en train de décroître, l'automne suivant, je monte à la 2e année. Et l'école étant rapetissante, on a eu une classe de première et 2e année. Et c'était encore ma sœur qui était mon prof. Et le même scénario s'est aussi produit en 3e année. Parce que là, il y avait 1, 2, 3 dans la même classe et j'avais encore ma sœur comme prof. Et particulier. Oui. Mais je pense que ça n'a pas posé de problème. De toute façon, elle s'est mariée, puis après, elle vivait dans sa maison ailleurs avec son mari. Et je la voyais plus comme n'importe quel autre élève de la place. Et même en 4e année, là, c'était vraiment particulier. Il n'y avait que 2 classes. C'était comme les écoles de village qu'on voit aujourd'hui qui sont sur le bord de fermer ou qui ont carrément fermé parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Là. Il y avait une classe 1, 2, 3, puis la moitié du temps 4e année. Puis une autre classe qui était moitié du temps 4e année, 5, 6, 7. Et la moitié du temps, j'étais avec ma soeur. Ce qu'il y a eu par la suite, la dernière automne, 74, c'est-à-dire 73, l'école de Saint-Nil étant fermée, on nous a transportés à l'école de Saint-René, l'école voisine. Environ, on n'était pas suffisamment pour faire une école. Je dirais qu'on était peut-être 25 jeunes qui étaient particuliers. Moi, j'avais, de mon niveau de 5e année, on était 5, si ma mémoire est juste. Et comme on venait de Saint-Nil, à Saint-René, il y avait le choix de nous classer parce qu'il y avait aussi un problème d'équilibrage de classe. Là, fait qu'ils mettaient les 5e années faibles avec les 4e et ils mettaient les 5e années fortes avec les 6e. Et tous les jeunes de Saint-Nil ont été mis avec les 4e années. Bien, clair, on va les mettre 5e année faible. Ils viennent de Saint-Nil. Et au bout d'un mois, ils ont été obligés de tout nous remonter avec l'autre groupe. On était beaucoup trop forts pour ce qu'il y avait dans cette classe-là. Comme quoi, les petites écoles, là, je pense que c'est pas nécessairement un mauvais apprentissage. Là. Ça limite pas nécessairement là, les gens. Mais vous avez dû faire face à des préjugés. Ben oui, c'est sûr. J'ai pas de souvenir d'avoir été malheureux de ça. Là. Bon, ça fait que la vie de Saint-Nil s'est arrêtée là. Automne 74,
Ma famille n'avait pas le choix de partir parce que s'ils avaient voulu continuer à rester là, ils devaient avoir une motoneige pour 7-8 flots qui descendent à l'école de Saint-René. La municipalité n'existait plus pour faire la suite, là. C'était impossible de rester. On est déménagé le samedi, je me souviens plus trop, je pense que c'était le 6 ou le 7 septembre. Et le lundi matin, on entrait à l'école. Donc, on n'avait comme pas le choix, là. Et c'est à Saint-Adèle que mes parents ont choisi d'aller s'établir par la suite. Votre père a gardé le lot puisqu'il vous l'a cédé. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il advenait des maisons? OK. Mon souvenir à moi de tout ça, là, mon père a beaucoup eu des longues discussions avec les agents du gouvernement pour, dans le fond, obtenir la meilleure compensation possible. Mais une des choses dont je me souviens très bien, c'est qu'il n'acceptait pas que la terre redevienne privée, gouvernementale, c'est-à-dire qu'il voulait la garder privée. Oui. Et ça, il l'a dit à plusieurs fois, jamais je vais signer pour partir si je peux pas garder ma terre. Et il y en a très peu qui l'ont fait, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu énormément de témoignages d'anciens de Saint-Nil qui ont, sous le coup de la colère, sous le coup des sentiments bon, on m'oblige à partir, je reviendrai plus jamais ici, là. Bon, Oui. ils ont accepté, ils ont même préféré ne pas garder de terre. Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, ils venaient me témoigner à quel point moi j'étais chanceux d'avoir cette terre-là. Ils auraient voulu la revoir aussi. Mais le gouvernement n'a pas permis ce retour-là. C'est ça. C'était pas des gros montants qu'ils offraient, dans le fond. Je peux pas dire les chiffres exacts, là, mais j'avais un document tantôt qu'on a regardé qui disait 1900 $ pour terre et bâtiment. Oui. Donc, de décider de garder la terre, ça pourrait, si ma mémoire est juste, là, ça pourrait être autour de 500 $ qui étaient en moins. 525 $. Autrement dit, 1900 $ incluait 500 $ de terrain et le reste en valeur bâtiment. Là. Ouais. Avec le recul, vous continuez toujours d'aller à Saint-Nil, de voir le village. À partir de quand avez-vous, je dirais, réalisé finalement tout ce qui s'est passé? Quand on a 8 ans, 10 ans, on déménage, puis les amis, d'une certaine façon, ont suivi pour quelques-uns. Et il n'y avait pas d'autre alternative. Donc. Mais quand on devient adulte et qu'on voit quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu possibilité de trouver une autre vocation à Saint-Nil? C'est une bonne question. C'est loin et c'est un peu à l'écart. Il n'y a pas vraiment d'économie forte à penser là. Mais c'est une question de volonté, je dirais, gouvernementale ou des systèmes qu'on met en place, des structures, de choisir d'occuper le territoire ou non. Il y a moyen d'occuper le territoire, même si on ne l'occupe pas avec autant de familles ou de services établis et tout, de faire en sorte qu'il y ait quand même une occupation plus dynamique, puis avec plus de... Les gens auraient fini par partir pareil. Je dirais le plan Vautrin, je pense que c'est ça, le plan Vautrin qui a fait coloniser tout cet arrière-pays-là, coïncidait très bien avec les années baby boom. Donc, ça l'a éclaté complètement. Ces villages-là qui ont eu jusqu'à 1200 habitants, puis qui ont disparu, ils étaient trop mal situés géographiquement, dans le fond, dès le départ, mais leur naissance est une série d'éléments. Mais c'est une preuve aussi que quand on veut, on peut. Là. Dans le fond, le plan Vautrin a fait que les gens ont choisi d'aller habiter ces territoires-là. Donc, un quelconque plan aujourd'hui pourrait encore faire que les gens iraient habiter. Ou un quelconque plan aurait pu faire que les gens ne seraient pas partis. C'est un choix qui est à faire au niveau des décisions de gestion de territoire, tout simplement. Mais ce qui est important d'être manifesté dans le témoignage, c'est pour ça, moi, que même si je suis jeune, même si à 11 ans, j'ai quitté Saint-Nil, j'avais vraiment envie de faire ce témoignage-là, c'est que nos racines, on ne peut pas les renier. Ça nous abandonne jamais. Et tous ces gens-là
que le village aujourd'hui n'existe pas, qu'on parle de Saint-Octave-de-l'Avenir, Saint-Paulin-d'Alibert, Saint-Thomas de Cherbourg, j'en connais des tonnes de ces gens-là. Et chez eux, c'est pas là où ils ont été en intervalle de vie. Leurs racines, chez eux, ça reste toujours là où ils sont nés. Et les 16 enfants chez nous, c'est pareil, là. Vous êtes tous de Saint-Nil, là. Ben oui. Il n'y a pas... Ma mère vient de vendre sa maison à Saint-Adèle en avril. Elle a vécu là 36 ans. Elle a vécu à Saint-Adèle plus d'années qu'à Saint-Nil. Sauf que son enracinement, elle le dit elle-même, il est plus fort pour Saint-Nil parce que ils sont allés là construire quelque chose, puis construire leur famille, puis c'était vraiment plus que quoi que ce soit d'autre là, comme importance. Vous avez